Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce vendredi 23 juin. Le vote est tombé hier soir. Les communautés d'agglomération du Val-de-Fensch et du Thionvillois fusionnent. Les détails dans un instant. À Gravelotte, vous verrez que l'ancien musée de la guerre a changé de visage. Centres de santé et crèches s'y sont installés. Et puis, vous rencontrerez le jeune Axel et son compagnon à quatre pattes, Rio. Le chien l'aide au quotidien pour surmonter sa surdité. C'est notre grand format de la semaine. Et puis, côté météo, ce samedi s'annonce très beau, sec et ensoleillé, avec des températures comprises entre 11 et 30 degrés. Notre invité ce soir est Alexandre Cassaro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Forbach et le premier à avoir souhaité que la nouvelle ligne TGV Paris-Berlin passe par la Moselle. On sait déjà qu'elle passera en Sarre, c'est déjà une première satisfaction. Symbole européen et vrai plus en matière de mobilité pour les Mosellans. On va bien sûr faire le point sur ce sujet dans quelques minutes, le temps de développer le reste de l'actualité. Et c'est officiel, la flamme olympique passera bien par des lieux iconiques en Moselle. Une annonce officielle très attendue par le département qui a déboursé 180 000 € pour accueillir ce symbole des Jeux olympiques. Plus précisément, c'est au cœur du site verrier de Meisenthal, à Metz et aux côtés de la maison de Robert Schuman à Sichazel que la flamme fera escale dans un peu plus d'un an, le 27 juin 2024. Au moment où nous vous parlons, le département de la Moselle se réunit pour peaufiner l'organisation. D'ailleurs, vous pourrez retrouver tous les détails ce soir sur notre site internet moselle.tv dans un article dédié. Autre annonce, cette fois-ci concernant l'aménagement du territoire. Les élus des communautés d'agglomération Port-de-France-Thionville et du Val-de-Fensch ont voté la fusion de deux entités lors du conseil communautaire. 87 voix pour, 14 contre et 2 abstentions. Extrait. Donc, le Conseil communautaire est invité à demander le lancement d'une procédure de modification du périmètre de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch dans le cadre d'une fusion avec la communauté d'agglomération Port-de-France-Thionville. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? 2 abstentions. Mais écoutez, je vous remercie toutes et tous de ce soutien majeur. Je vous rappelle donc une mesure pour avoir plus de poids politique et d'influence entre le Luxembourg et l'agglomération messine. Il faudra en revanche attendre le 1er janvier 2026 pour que cette nouvelle zone prenne forme après validation du préfet et de tous les conseils communautaires de la zone. Cette nouvelle communauté de communes regroupera alors 160 000 habitants. Et puis en termes de transport, vous l'avez vu et entendu cette semaine, la nouvelle ligne de TGV entre Paris et Berlin passera par Sarrebruck, une première victoire pour les élus mosellans. Alexandre Cassaro, en tant que maire de Forbach, vous avez vu une opportunité avec cette nouvelle ligne TGV entre Berlin et Paris qui passera par Sarrebruck à 10 km à peu près de Forbach. Alors, est-ce que c'est une demi-victoire, une réelle victoire, sachant que ce sont surtout nos amis sarrois qui vont en profiter ? D'abord, c'est une opportunité pour la France et l'Allemagne et pour continuer à renforcer l'amitié franco-allemande qui est le moteur de la construction européenne. Et puis il est important de pouvoir développer des liaisons ferroviaires qui puissent être décarbonées, bas carbone et qui puissent concurrencer l'aérien, surtout en cette période de transition énergétique. Alors cette annonce donc, de l'arrêt, enfin en tout cas de ce tracé via Sarrebruck est effectivement une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que c'était le tracé le plus compétitif et il est important justement, comme je le disais, pour concurrencer l'aérien, eh bien que le ferroviaire puisse être rapide, simple, fluide. Et puis c'est une bonne nouvelle évidemment pour le territoire, pour l'ensemble de la Moselle, puisque à Sarrebruck, nous sommes vraiment au centre de la grande région, 12 millions d'habitants. Nous sommes à proximité, bien sûr, de la Moselle. Nous sommes en Sarre. Nous sommes aussi à proximité du Luxembourg. Donc, ce sont vraiment plusieurs millions d'habitants qui pourront bénéficier de cet arrêt. Alors, vous l'avez dit, ça passera donc par Sarrebruck. On l'a vu sur les images à l'instant. Ça va reprendre une partie d'une ligne déjà existante qui est entre Francfort et Paris. Sur cette ligne-là, Forbach est desservie. Est-ce que ça sera la même chose pour cette nouvelle ligne ou est-ce que, en tout cas, vous l'espérez ?
Aujourd'hui, je pense qu'il y avait deux priorités. La première, c'est que ce tracé soit choisi, comme je le disais, parce qu'il est évidemment le plus compétitif, le plus apte en tout cas à accueillir cette ligne rapidement. Et la deuxième priorité, c'est qu'il y ait un arrêt surtout à Sarrebruck, qui soit choisi, qui soit déterminé, parce que ça permettra aux Mosellans, aux Sarrois, aux Luxembourgeois et même au-delà de pouvoir profiter de cette ligne. Et je pense que c'est important pour le développement de nos territoires, puisque nous sommes sur des territoires avec des interactions quotidiennes avec les Allemands. Ça veut dire qu'un arrêt à Sarrebruck rayonnera jusqu'à Forbach ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut que nous ayons une logique européenne, une logique transfrontalière, et ça va permettre de poursuivre ce développement vers l'économie, vers le tourisme, vers la culture, et ça va profondément, en tout cas, renforcer l'attractivité du territoire. Donc une première satisfaction, on l'a dit. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations sur ce sujet, ou en tout cas d'autres souhaits ? Alors, je pense qu'avec les élus sarrois et les élus mosellans, nous devons continuer cette mobilisation parce que, vous le rappeliez, il est important de pouvoir obtenir cet arrêt à Sarrebruck. Et puis ensuite, il faudra que nous puissions le valoriser collectivement, notamment via l'Eurodistrict Sarre-Moselle, mais aussi avec le département de la Moselle, pour que cet arrêt soit un atout supplémentaire dans notre stratégie de marketing territorial. Politiquement parlant, c'est l'un des rares sujets en Moselle qui a fait quasiment l'unanimité au sein des élus, peu importe le bord politique. Est-ce que vous le comprenez ? C'est une vraie question, la mobilité ? Alors non seulement je le comprends, cela prouve aussi que dès lors que les élus mosellans sont unis et mobilisés, ils réussissent à obtenir satisfaction. Donc c'est évidemment extrêmement positif. Et oui, la mobilité, c'est très important à la fois pour nos concitoyens au quotidien, mais aussi pour le développement de nos territoires. Et de la même manière que nous sommes battus hier sur ce tracé, nous devrons nous battre demain pour, par exemple, développer davantage de dessertes entre la Moselle-Est et le Luxembourg. Merci beaucoup pour ces précisions et à bientôt. Merci à vous. Direction Gravelotte maintenant, où l'ancien musée de la guerre de 1870 a été fermé en 2000 au profit du musée départemental. De projet en projet, la commune a décidé de racheter l'ancien bâtiment en 2017. Après plusieurs années de réflexion et 1 an et demi de travaux, le bâtiment devient une maison de santé. Mais la mairie espère encore accueillir un généraliste. Reportage de Jonathan Vaucher. Dans la partie médicale, avec un espace commun, donc une grande salle d'attente. C'est désormais la nouvelle vie de ce lieu symbolique de Gravelotte. Dans une aile de l'ancien musée de la guerre, qui a servi près d'un siècle, une micro-crèche de 130 mètres carrés ouvrira en septembre pour 11 enfants. En projet depuis 2019, elle sera accolée à des professionnels de santé. C'est bien qu'on soit à plusieurs, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui se passent, même pour les enfants et pour les personnes aussi qui peuvent aller chez le médecin ou l'orthophoniste. Je me dis aussi, même l'orthophoniste, des enfants qui sont un peu anxieux, etc., d'aller voir un professionnel, de voir d'autres enfants, ça les rassure aussi. Ce foncier, c'est une aubaine pour la commune qui fait face à une raréfaction médicale. Gravelotte compte 4 professionnels de santé, dont un généraliste qui va prendre sa retraite. La mairie cherche désormais à accueillir un médecin. C'est un peu compliqué. On a énormément de demandes de professions médicales ou paramédicales, très peu de médecins généralistes ou alors des très jeunes médecins et qui ne sont pas tout à fait encore prêts à sauter le pas. Donc on ne désespère pas, on est toujours en recherche. Première locataire, une orthophoniste vient d'y lancer son activité. En un mois, son carnet de rendez-vous affiche déjà complet, signe d'un besoin très fort dans les zones rurales. J'avais pour projet de m'installer pas en ville mais à la campagne. Donc j'ai eu cette opportunité-là à Gravelotte. Le lieu m'a plu directement. Je ne connaissais pas du tout la commune ni même le musée, mais ça m'a beaucoup plu. Et le projet, le fait de pouvoir intervenir avec d'autres professionnels de santé et être en lien direct avec la petite enfance m'a attiré beaucoup. Aujourd'hui, les gens recherchent la proximité et puis on est, je le rappelle, sur un axe, donc on a déjà 850 habitants. On travaille beaucoup avec les communes voisines de Rezonville et de Vernéville, notamment avec les écoles. Et puis, on est sur un axe très, très fréquenté. Après 1 an et demi et près de 900 000 € de travaux, le bâtiment vétuste a été entièrement rénové pour être économe en énergie, tout en gardant sa façade emblématique.
Et en matière d'hydrogène vert, où en est la région et le département considérée comme une source d'énergie prometteuse? Elle a été au cœur des débats au Cercle des Parèges aujourd'hui au stade Saint-Symphorien avec en invité d'honneur le Mosellan Bernard Serin, également président du groupe d'ingénierie John Cockerill. L'occasion de rappeler que l'Eurométropole de Metz a signé une convention il y a déjà 2 ans avec John Cockerill pour utiliser des bus et des camions-bennes à l'hydrogène d'ici 2025. Mais pourquoi ce passage à l'hydrogène vert est-il si important? Bernard Serin répond. Pour décarboner l'industrie, et notamment la sidérurgie ou la fabrication des engrais azotés, comme l'ammoniac. Donc c'est une solution qui permet d'utiliser l'hydrogène vert à condition d'avoir de l'électricité verte. Donc il faut des grandes quantités d'électricité pour produire l'hydrogène vert. Et pour ça, il va falloir investir énormément dans les énergies renouvelables, mais probablement que la seule solution à grande échelle sera le nucléaire. Donc l'écosystème de l'hydrogène est en pleine mutation, est en pleine construction pour remplacer déjà l'hydrogène gris par de l'hydrogène vert. Dans ces grands marchés industriels que sont l'ammoniac par exemple et l'acier, qu'il faut faire des investissements importants de transformation des processus technologiques et de construction d'usines d'hydrogène vert. Nous construisons des équipements. Donc dans une usine de production d'hydrogène, il y a un équipement qui est stratégique, c'est l'électrolyseur. Donc nous fabriquons l'électrolyseur. Technip construit l'usine. Mais il faut des électrolyseurs pour construire cette usine. Et donc il y a un partenariat qui s'est noué où Technip sera majoritaire à 60% et où John Cockerill sera à 40%. Et nous espérons avoir une place éminente, prééminente dans la construction d'usines d'hydrogène dans le monde entier. Dans notre grand format aujourd'hui, découvrez Axel et son ami Rio. C'est le premier en France à bénéficier de cet accompagnant à 4 pattes. Axel, jeune adolescent atteint de surdité, a accueilli dans sa famille Rio, jeune berger australien de 2 ans et demi, un chien écouteur qui l'aide dans ses déplacements à l'extérieur, mais aussi à créer du lien social. Regardez. Lui, c'est Axel. Et lui, Rio. Inséparables, ils suivent un cours de mathématiques. Sourd de naissance, Axel a le droit d'être accompagné par son ami à 4 pattes. Depuis le 4 mai, ce berger australien se joint à son jeune maître quelques heures par semaine à l'Institut des jeunes sourds de Metz. Une adaptation plutôt bien perçue par la direction de l'établissement. La présence d'un chien comme celui-là, je dirais, n'est pas indispensable puisque un bâtiment comme celui-là est conçu justement autour des personnes déficientes auditives. Mais voilà, on conçoit bien que la journée d'Axel comprend un passage à l'INGS. Alors, on essaye de s'adapter. Partout, tout le temps, Rio facilite la vie d'Axel et lui permet de créer plus aisément du lien social avec ses camarades. Avant, ils se mettaient à table à jouer aux échecs avec un éducateur. Et là, depuis que Rio est arrivé, ils sont tous ensemble, ils sont groupés. Alors, ils viennent voir le chien, une petite caresse de temps en temps, même s'ils n'ont pas le droit. Et Axel est entouré d'amis maintenant, quoi. C'est des amis, c'est plus des compagnons. Entré dans la vie de la famille il y a 6 mois, Rio est ce qu'on appelle un chien écouteur. Il accompagne tous les déplacements du jeune homme de 14 ans et ses réactions servent aussi à avertir Axel en cas d'imprévu ou de danger. Pour cela, Rio doit rester concentré. Alors, lorsqu'il porte son harnais, interdiction de le caresser, il travaille. C'est bien Rio. Le berger australien de 2 ans et demi a été élevé et éduqué dans les Hautes-Pyrénées par l'association Les Chiens du Silence, spécialisée dans le dressage d'assistance. Dans la rue, dès qu'il y a un bruit, dès qu'il y a un danger, il vient se coller à son maître pour lui signaler qu'il y a un danger, qu'il y a un véhicule qui vient, une trottinette, une voiture, tout danger potentiel en extérieur. Et quand il est en intérieur, il va réagir à la sonnette, le téléphone qui sonne,
Si on appelle Axel, il va aller le chercher. Et à chaque fois, il vient au contact, il vient toucher son maître, il s'approche de lui et il lui dit, enfin c'est signe de lui dire, il se passe quelque chose là, viens voir, je te ramène où il y a du bruit. En France, Axel est le premier jeune sourd à bénéficier d'un compagnon à 4 pattes issu de l'association. Grâce à la qualité de la formation reçue, Rio a même été décoré du titre de chien héros à Paris par la Centrale Canine. Donc Rio a été sélectionné pour son travail auprès d'Axel, pour les bienfaits qu'il lui apporte et pour l'association, pour la formation qui a été faite, quoi. Le berger australien a appris à obéir à 30 mots en langage des signes. Allez, c'est bien, bravo. Chaque jour, sa présence permet d'améliorer le quotidien de la famille. Axel dormant avec son animal de compagnie, avec son compagnon, nous, ça nous soulage, on peut dormir. On n'est pas obligé de l'accompagner au lit, de dormir avec lui comme il faisait avant parce qu'il avait des terrains nocturnes. Là, quand il va se réveiller, il va appeler son chien, il va monter sur le lit avec lui, il va le prendre dans ses bras et il va se rendormir instantanément. Chose qu'il ne faisait pas avant. Pour nous, c'est pas une charge mentale. Oui, on n'est pas à être toujours derrière lui. Il grandit, il gagne en maturité. Oui, il y a un changement. C'est plus le petit enfant qu'on avait, c'est un adolescent maintenant. Rio travaillera aux côtés d'Axel jusqu'à l'âge de 10 ans, âge légal de sa retraite. Enfin, si l'âge de la retraite canine n'est pas reporté d'ici là. Eux ont des plumes et sont souvent moins connus. Les rapaces à Beach, au cœur de la citadelle, la représentation rapaces et biodiversité a fait son grand retour. Pour la 2e année consécutive, 6 espèces d'oiseaux de proie ont survolé la vieille dame de pierre, le temps d'un spectacle. Les images de Dimitri Klaus et de Morane Grandcola. Chouettes, buses et faucons dans le ciel de Beach. Pour la 2e année consécutive, une démonstration de vol libre de plusieurs espèces de rapaces s'est tenue à la citadelle. Présentée par Échappée Morvandel et le faucon brionné, cette activité met en scène des oiseaux de proie de la faune locale, mais aussi d'ailleurs. Le but, sensibiliser les spectateurs à la biodiversité et à l'environnement. Il y a beaucoup de méconnaissances, beaucoup de mauvaises informations qui circulent sur les rapaces, beaucoup d'appréhension sur certaines espèces. Donc on essaie de dédiaboliser tout ça, d'apporter les bonnes informations au travers de jeux ludiques et pédagogiques. Avant de pouvoir observer les oiseaux voler, un atelier découverte a permis aux élèves de l'école de l'Élin de découvrir différentes espèces de rapaces et leurs particularités. Une expérience enrichissante qui a beaucoup plu. J'ai appris plein de choses sur les oiseaux, sur les rapaces, sur les chouettes. J'ai pu aussi toucher des plumes, j'ai vu aussi plein d'oiseaux. J'ai bien aimé voir les oiseaux et je pense que je vais aimer encore plus le spectacle. Et ce qui m'a plus plu, c'était quand on a vu les rapaces venir. Au total, 6 espèces ont survolé la vieille dame de pierre devant un public émerveillé. Cette animation sera proposée jusque fin juin. Et en attendant la fin du mois, place au week-end avec quelques idées de sortie. Bonsoir Léa. Bonsoir Uranie. Pour commencer, vous nous proposez de lier le sport avec l'environnement. Tout à fait. Alors pour commencer ce week-end, je vous propose de joindre l'utile à l'agréable, puisque le Kayak Club de Thionville organise ce samedi 24 juin à 14h un Clean Moselle, une belle initiative qui vous permet de vous challenger, mais également de faire un petit geste pour la planète. On écoute tout de suite Marie Rousselet, membre du Kayak Club de Thionville. Nous, on fait du kayak en fait toute l'année et on voit vraiment les effets de cette pollution. Donc une fois dans l'année, on se retrouve avec les membres du club. C'est ouvert au public, un peu comme on retrouve les clean paddle ou les clean walk. Et on a un petit circuit de 6 km autour de l'île pour récupérer les déchets. Et donc à la fin, on se retrouve tous ensemble et on pèse les déchets qu'on a récoltés. On fait une petite photo. Enfin, du coup, tout le monde est très content de cette journée. Et pour en profiter, est-ce qu'il faut s'inscrire ? Alors, en théorie, pas besoin de s'inscrire, il y a une trentaine de places disponibles, mais si vous voulez être sûr, vous pouvez contacter le Kayak Club via Instagram ou directement par mail. Et si on ne souhaite pas passer son week-end au bord de l'eau, un autre événement sportif est possible ? En effet,
Étanche Grande organise sa 2e édition de la Fête du Sport, samedi de 10h à 18h, place Schumann, avec notamment des démonstrations de tir laser, de kickboxing, mais également du billard-golf, mais surtout un parcours de ninja. C'est un parcours comme ceux qu'on peut observer dans l'émission télé ? Oui, tout à fait. À la manière de l'émission Ninja Warrior, les participants pourront évoluer entre les différents obstacles. Il ne faut pas hésiter à y aller. Pensez cependant à bien vous hydrater puisque ce week-end, il fera très chaud et sec. D'ailleurs, Léa, une idée pour rester au frais ? Bien sûr, quoi de mieux que de descendre quelques mètres sous terre pour se préserver un petit peu de la chaleur. L'ouvrage du Bambèche à Bambiderstroff fête le 50aire de son ouverture au public. Pour l'occasion, de nombreuses animations gratuites seront proposées, ainsi qu'un spectacle vivant, son et lumière, samedi soir, avec des figurants en costume d'époque. Il y aura bien évidemment la possibilité de visiter l'ouvrage de la ligne Maginot et d'y découvrir les 3 blocs de combat, ainsi que les galeries et les casernements. Une visite de 20 mètres sous terre qui durera environ 2 heures, au tarif habituel de 5 € par adulte et 2 € pour les enfants. Et ce sera donc ce samedi et ce dimanche à partir de 14h, si je ne dis pas de bêtises. De quoi faire un sacré saut dans le temps ce week-end. Une autre idée peut-être pour parcourir la Moselle ? Alors, pour le côté un petit peu plus festif, la soirée de samedi fera des étincelles puisque de nombreuses communes maintiennent leur feu de la Saint-Jean, comme à Florange, Vic-sur-Seille ou encore Comtes-les-Bains, ce traditionnel feu de la joie qui est censé célébrer l'arrivée de l'été. Merci beaucoup pour ces belles idées de sorties à faire pour ce week-end du 24 et 25 juin. Et on va terminer cette édition avec le retour des fontaines dansantes à Metz. Retrouvez bien évidemment cette nouvelle édition 2023 avec ce spectacle mêlant projection vidéo, son et jets d'eau colorés. Les représentations sont proposées chaque vendredi, samedi, dimanche et veille de jour férié à 22h30 puis 23h. Et cette année, le thème n'est autre que l'eau et la nature. Un rendez-vous d'une vingtaine de minutes à l'entrée du plan d'eau qui démarre d'abord ce samedi 24 juin et que vous aurez la chance et le plaisir d'observer jusqu'au 3 septembre. Merci beaucoup de nous avoir suivis et de nous être fidèles. Ce soir, retrouvez les chroniqueurs du Club de la Presse pour parler de l'actualité de la semaine. Très belle soirée sur Moselle TV, un très bon week-end également. Prenez soin de vous.